Bien le bonjour à tous, ben, bonsoir, salam alaikum à vous tous et à vous toutes. Alors nous vous attendons pour une émission surprise comme on a coutume de le faire très souvent, avec Mali Hosseynpour, autour des sujets que nous avons écrits ci-dessus en guise de titre. Nous allons aborder la question de cette route, étant donné que cette question a été posée par l'un d'entre vous dans le groupe. Nous allons également parcourir quelques questions relatives au djihadisme. Et enfin, sur la question de l'Iran, étant donné qu'on en a pas mal parlé sur ce mur, alors on va essayer de résumer avec Mali qui est lui-même iranien et qui a une connaissance, on va dire, locale, puisqu'il s'y rend d'ailleurs souvent. Voilà Mali, si tu peux t'installer. Salam alaikum, ça va? Alhamdulillah Mali. Merci de nous recevoir chez toi, dans ton humble demeure. Alors, bon, pour commencer, je vais essayer de cadrer ça correctement. On va attendre que les gens viennent petit à petit. Ils viennent. Alors n'hésitez pas à poser des questions en direct. Je les lirai, je les poserai directement à Mali. Voilà. Alors Mali, sur la question de cette route, alors il y a quelqu'un qui a dans le groupe a posté une image de cette route en la reliant notamment au djihadisme, on va dire sunnite, et à la théocratie iranienne. Oui. Alors, est-ce qu'effectivement, cette route a inspiré, on va dire, l'islamisme contemporain, qu'il soit sunnite ou chiite? En fait, il faut savoir qu'à l'époque de Saïd Qutb, cette distinction sunnite-chiite était beaucoup moins, on va dire, polarisée qu'aujourd'hui. Et la pensée de Saïd Qutb était, on va dire, la pensée d'un ex-communiste qui a fait ses études, on va dire, dans les sciences humaines occidentales en tant que telles. Donc, la pensée de Saïd Qutb en tant que telle n'avait pas un marqueur religieux chiite-sunnite. D'ailleurs, la plupart de ses ouvrages, quand tu les lis, ça tourne beaucoup autour de la justice sociale. Il s'en est pris violemment à Othman ibn Affan, le troisième calife, à Muawiyah, à Amr ibn al-As. Donc, historiquement parlant, il a tenu des propos qui auraient pu être tout à fait marqués chiites. D'accord ? Par contre, sur toute sa vision révolutionnaire, c'était une vision communiste. À cette époque-là, cette polarisation n'existait pas. Et évidemment, au début, on va dire dans ces années-là, encore une fois, les influences se sont faites dans tous les sens. Quelqu'un comme Saïd Qutb a fortement influencé des gens comme Khamenei. D'ailleurs, Khamenei est le plus grand traducteur de Saïd Qutb en Iran. Le guide spirituel actuel iranien connaît la pensée de Saïd Qutb comme personne. Il a traduit tous ses ouvrages. Tous ses ouvrages. Et ils sont disponibles aujourd'hui encore à Téhéran? Bien sûr, en Iran? bien sûr. Ouais. Ils sont tout à fait lus et commentés, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, la dimension théologique du discours de Qutb était beaucoup moins présente. Saïd Qutb, on va dire, n'a pas intégré une vision sectaire dans sa vision révolutionnaire. Il avait une vision violente, il avait des discours violents, mais il n'avait pas un discours sectaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis vraiment l'emphase sur les différentes tendances de l'islam. Ce n'était pas du tout son problème. Ce qui importait pour Saïd Qutb, c'était la lutte de l'opprimé contre l'oppresseur, contre les pouvoirs impies. Et évidemment, il mettait sous la coupe des pouvoirs impies l'ensemble des dirigeants de l'époque qui, on va dire, opprimaient les peuples dans son interprétation à lui. Et il prônait une sorte de révolution violente qu'il transposait un peu à l'époque de la Jahiliya prophétique. Et donc, il a fait tout un parallélisme où, quelque part, finalement, il a ouvert les portes de l'enfer, puisque tu peux tout justifier avec cette théologie. Les djihadistes actuels... La Jahiliya, c'était les sociétés qui n'étaient pas régies par l'islam. Exactement. Et donc, en fait, toutes les sociétés de son époque... Voilà, c'est ça. Le parti basse arabe de l'époque, parce qu'à cette époque, il faut savoir qu'il y avait vraiment une tension. C'est-à-dire qu'on était vraiment à une époque où c'était l'Est et l'Ouest. D'accord ? Et les partis arabes, en tant que tels, avaient, à cette époque-là, choisi
quelque part une forme de socialisme, pour certains en tout cas, l'Égypte de l'époque. Il faut dire qu'on était en pleine bagarre entre guillemets le bloc. C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà. Donc tu avais le modèle des pays du Golfe qui eux étaient essentiellement pro-américains et tu avais le bloc rouge. Ouais. Et donc Saïd Qutb, si tu veux, à cette époque-là, les musulmans cherchaient une troisième voie et pensaient que l'islam politique représentait cette troisième voie. D'accord. Et Saïd Qutb s'inscrit vraiment dans cette lignée-là, en fait. Et elle a durci la ligne des frères musulmans aussi, la pensée de Saïd Qutb. Ben, c'est-à-dire, c'est une excroissance de la pensée des frères musulmans, c'est une excroissance de la pensée des frères musulmans qui s'est radicalisée suite, on va dire, à une oppression politique de la part du régime de Nasser qui a vraiment réprimé dans le sang le mouvement des frères musulmans. Et cette excroissance violente, on va dire, a donné naissance par après à ce qu'on voit aujourd'hui comme Al-Qaïda, en tout cas la branche égyptienne d'Al-Qaïda, pas la branche saoudienne d'Al-Qaïda, qui a beaucoup plus été influencée par Mohammed ibn Abdul Wahhab et le wahhabisme, tandis que la branche égyptienne était plus dans le côté tiers-mondiste, révolution socialiste, libération des peuples contre l'oppression des tyrans. Donc ce discours-là était beaucoup plus dans la branche égyptienne. Dans la branche saoudienne, c'était plus un discours théologique. Et ces deux branches se sont réunies en Afghanistan. Et ça a donné naissance à Al-Qaïda. Et évidemment, de par le fait que les Saoudiens avaient beaucoup plus de moyens financiers, de par le fait que cette époque-là, ces mouvements étaient soutenus par les services saoudiens, la CIA, c'est le courant saoudien qui a pris le pas et qui a pris le dessus en fait sur le courant égyptien. D'ailleurs, les liens entre le courant égyptien et l'Iran sont encore présents. C'est d'ailleurs, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs, si tu lis certains rapports de la CIA qui essayent, on va dire, de créer des liens entre Al-Qaïda et l'Iran, par exemple, tu verras en fait, même le discours officiel saoudien, après les attentats du 11 septembre, un des discours officiels du gouvernement saoudien était de dire, en fait, finalement, que Al-Qaïda est un mouvement soutenu par l'Iran. Et il te donnait en fait toute une série de preuves, soi-disant, comme quoi la famille de Ben Laden a fui en Iran et s'est réfugiée en Iran, sous la protection des gardiens de la révolution. Alors ils ont tenu toute une série de discours de ce type-là. La réalité est plus quelque chose elle est beaucoup plus mitigée. C'est vrai que Mohammad Makawi, qui est l'actuel numéro 2 d'Al-Qaïda, et qui était le collègue de Khalid Estambouli, l'assassin de Sadat, a des liens très étroits avec l'Iran. C'est quelque chose de connu. D'ailleurs, on l'appelle, c'est le plus pro-chiite, on va dire, de la tendance Al-Qaïda. D'ailleurs, lui, tu n'entends jamais tenir un discours anti-chiite, tu vois, parce qu'à cette époque-là, cette branche égyptienne était tout à fait soutenue par l'Iran. C'est par la suite qu'il y a eu une fracture. Estambouli a une rue à son nom. Elle l'a plus, parce qu'elle l'a plus. Mais il avait une rue à son nom, oui. En Iran. En Iran, oui, c'est ça. Donc c'est ça que les gens ne savent pas en fait. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il y a des liens organiques entre les deux. Je dis pas cela, tu vois. Pas du tout d'ailleurs. Mais c'est cette ligne de fracture entre, on va dire, ce côté révolutionnaire contre les tyrans n'avait pas un marquage religieux à l'époque. D'ailleurs, on peut voir des personnes comme Hani Ramadan, oui, bien sûr, qui font encore les loges et qui interviennent sur les chaînes iraniennes. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Notamment. Bien sûr. Pourquoi? Parce que son père, qui était Saïd Ramadan, était un proche de Khomeini. Maoudoudi était un proche de Khomeini. Toute la branche du fils, Ali Belhaj et autres, sont rendus en Iran. D'accord. À cette époque-là, en fait, on ne mettait pas l'emphase sur le côté religieux. Ce n'est que par l'avènement de cette immixtion du wahhabisme et de la branche égyptienne du djihad qu'en fait il y a eu une wahhabisation du djihad. Et la wahhabisation du djihad a entraîné un côté sectaire qui n'existait pas en fait dans le djihad. Il faut dire aussi que la révolution de Khomeini en 79 a joué aussi dans cette séparation entre les Iraniens et les Saoudiens. Parce qu'avant ils étaient quand même à l'époque du Shah d'Iran. Il y avait quand même une certaine entente. En fait, à l'époque... on ne parlait pas de chiisme et de sunnisme. Non, on ne parlait pas de chiisme et de sunnisme parce qu'il n'y avait pas un projet révolutionnaire et une volonté d'exporter le projet révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème chiite-sunnite. Il y a toujours eu un problème chiite-sunnite avec les wahhabites. Les wahhabites n'ont jamais accepté, on va dire, le chiisme d'une manière évidente. Mais c'était local, on va dire. Mais c'était local, voilà. Donc il n'y avait pas vraiment une peur des autres pays de la révolution iranienne. Les Iraniens, au moment de la Révolution, ont utilisé cette volonté d'exporter la Révolution comme, on va dire, une arme qui aurait pu représenter une 5e colonne iranienne, en fait, une colonne iranienne dans ces pays. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une crispation.
et à Al-Azhar, en Égypte, qui en fait enseignait le chiisme et l'école jafarite et Mollah Sadra étaient enseignés par l'ensemble des cours des juristes. Ils devaient passer par les cours de philosophie. On étudiait Mollah Sadra, on étudiait on étudiait l'école jafarite, et ces choses-là n'étaient pas du tout problématiques à cette époque, d'accord? Ce n'est que après la révolution iranienne, parce qu'on a perçu la révolution iranienne comme une menace politique, qu'en fait, on a repris le discours anti-chiite et on l'a intégré dans le discours religieux dans l'objectif de contenir la révolution iranienne qui aurait pu devenir un danger pour la stabilité politique de ces pays. Donc on a politisé le problème du chiisme, d'accord? Mais les gens aujourd'hui, ils sont juste en train de répéter des discours qu'ils entendent, mais la genèse du discours anti-chiite, si tu la reprends depuis le départ, on va dire depuis la révolution iranienne, c'était politique, ce n'était pas théologique. Donc elle n'a pas commencé avec ce qui s'est passé en Syrie. Non, c'est les ignorants qui pensent ça. Il existait bien avant. Mais justement, sur cette polarisation entre identité sunnite, identité chiite, où aujourd'hui on entend que, de la part de ceux qui soutiennent la révolution en Syrie, que ce sont les chiites qui menacent la région et qu'elle tue les sunnites, qu'elle a des visées hégémoniques, etc., que l'Iran a des visées hégémoniques sur les pays sunnites. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de cette, on va dire, de ce complot supposé de l'Iran et des chiites? C'est-à-dire, encore une fois, pour répondre à ta question, il faut revenir à la genèse des concepts. Oui. La genèse des concepts, c'est qui a commencé à parler du croissant chiite? Qui a commencé? On n'est pas là pour défendre les chiites, ni sous l'angle théologique, ni sous l'angle politique. D'accord? Qu'on soit très bien, très clair, on ne s'inscrit pas dans une perspective. On va parler des faits. Ceux qui ont commencé à parler de l'axe chiite, ce sont des régimes séculiers arabes de la région qui ont vu en la chute de l'Irak et l'invasion américaine de l'Irak une possibilité pour l'Iran d'avoir une main mise sur l'Irak et donc d'avoir une continuité, une profondeur géostratégique qui va de l'Iran à l'Irak, au Liban et à la Syrie. Et ils ont commencé à développer la thèse du croissant chiite. Le premier à avoir parlé de ça, c'était le roi de Jordanie. Ensuite, ça a été repris par Moubarak et les Saoudiens. Évidemment, ce discours est passé du côté israélien également. On a vu l'Iran comme une menace dans la région. Mais l'Iran n'est pas devenu une menace dans la région de par une action qu'elle a faite. Non, c'était de par une erreur stratégique américaine qui a été, on va dire, de faire tomber les talibans d'un côté, de faire tomber Saddam de l'autre. Et donc on a ouvert les portes à l'Iran pour devenir une puissance régionale. Ce n'était pas un projet iranien au départ. D'ailleurs, comme j'ai pu l'expliquer, dans le livre de Mearsheimer et Walt, si tu lis le livre de Mearsheimer et Walt, sur la politique américaine, les deux chercheurs américains qui ont écrit un livre sur la politique étrangère américaine par rapport vis-à-vis d'Israël, il y avait un projet de remodelage du Moyen-Orient qui avait été instigé par Wolfowitz, par Pearl, par néoconservateurs, et par tous les néoconservateurs qui, à l'époque, encore une fois, il faut le rappeler, à l'époque de Bush père, étaient considérés comme des gens dangereux. Donc Bush père disait de Wolfowitz et de Rumsfeld, il faut que ces gens-là ne s'approchent pas du pouvoir, ils sont dangereux. Ils sont venus au pouvoir à l'époque de Bush fils et ils ont mis en place leur plan qui était de remodeler le Moyen-Orient. Mais dans leur plan, Mearsheimer et Walt en parlent très très bien dans leur livre. L'objectif c'était d'exporter la démocratie, ou en tout cas la démocratie pro-américaine dans la région, et il fallait faire tomber l'Iran. L'Iran faisait partie du plan. Alors, les Israéliens et les Américains ont eu une petite divergence à ce moment-là, c'est bien expliqué par Mearsheimer et Walt dans leur livre. Est-ce qu'il faut d'abord faire tomber l'Irak et puis l'Iran, ou d'abord l'Iran et puis l'Irak? La posture américaine, c'était d'abord faisons tomber l'Irak et puis l'Iran. La posture israélienne était de dire l'Irak ne représente plus une menace militaire pour Israël, faites tomber d'abord l'Iran et puis l'Irak. Alors, ce sont des choses qui sont documentées. Wesley Clark, le général américain, en a parlé. Tout cela est documenté. Donc, c'est très étonnant pour moi de voir les gens venir et commencer à parler d'une identité sunnite dans la région. Alors que la première invasion du Golfe, qui a installé les Américains dans cette région, était une coalition de pays sunnites contre un sunnite. Les Iraniens sont restés complètement neutres après 8 ans de guerre. Après 8 ans de guerre, les Iraniens ont dit on n'a rien à voir avec ce dossier-là, ils sont contre l'intervention américaine dans la région. Donc le Maroc a participé à cette coalition, la Syrie a participé à cette coalition, l'Arabie Saoudite, le Koweït n'en parlons même pas, c'est le pays le plus anti-irakien, le plus anti-Saddam de la région. Ils ont même viré tous les Palestiniens qui étaient des travailleurs au Koweït parce qu'ils avaient une posture pro-Saddam. Le seul pays sunnite qui n'a pas participé à cette première coalition du Golfe, c'était la Jordanie.
Et d'ailleurs, il a payé un prix fort. Toute l'aide américaine lui a été coupée. Son pays a été déstabilisé. Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que cette thèse de cette identité sunnite, tout à coup, c'est une thèse qui a été fomentée par ces régimes arabes de la région, qui ont commencé à parler de l'axe chiite, et qui ont inventé une identité sunnite qui n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? Parce que quand tu regardes le terrain aujourd'hui, qui se bat contre qui? Les Kurdes se battent contre Daesh. Qui est sunnite dans l'histoire? Les deux. Qui est sunnite? Qui est sunnite et qui ne l'est pas? Daesh se bat contre Al-Nosra. Qui est sunnite? Les deux. Tous les sunnites qui se battent du côté du gouvernement irakien et qui sont dans l'armée de Bachar, ils sont sunnites ou pas? Oui. Donc, tu sais, cette identité sunnite, elle est reliée à rien. Quand les frères musulmans se font taper par Sisi, comme ils se font taper, qui est sunnite et qui ne l'est pas? Sisi est sunnite ou pas? Est-ce que c'est des chiites qui oppriment des sunnites, Non. Encore une fois, on invente une identité pour des raisons politiques et pour des raisons géostratégiques, dans l'objectif d'isoler un ennemi qu'on doit diaboliser, qui est ici l'Iran, et on va développer tout un discours chiitophobe et iranophobe dans l'objectif de pointer du doigt l'Iran comme la plus grande menace, alors que quand tu remontes à l'histoire, tu te rends compte en fait que ça tient pas la route en fait. Mais Robert Baer, qui était l'ancien directeur de la CIA dans la région dans les années 90, qui s'occupait du Moyen-Orient, te disait que les agents chiites, les cellules, on va dire, iraniennes, se trouvaient un peu partout disséminées dans le Moyen-Orient, jusqu'en Égypte. Tout à fait. Bon, et que finalement, l'Iran avait la possibilité d'avoir, de prendre le pas sur les pays arabes sunnites. Bon, il faut que tu te mettes, pour comprendre ça, il faut que tu te mettes à la place d'un pays comme l'Iran. L'Iran est entouré par des bases militaires américaines. Après la première invasion du Golfe, elle s'est retrouvée entourée de bases militaires américaines et menacée en permanence d'une invasion. Le programme officiel du Sénat américain, d'ailleurs ils ont débloqué un budget officiel pour cela, si tu lis le budget officiel du Sénat, en tout cas qui a été voté par le Sénat, changement de régime en Iran, ça fait partie d'une politique officielle américaine. Pourquoi il y a eu autant de tensions sur le dossier nucléaire? Parce que la politique officielle américaine était de changer le régime. Ce n'est que maintenant qu'ils arrivent à la conclusion, bon, on ne va pas arriver à changer ce régime. Mais depuis la révolution iranienne jusqu'à aujourd'hui, le programme était le changement de régime. Et par conséquent, le fait d'accepter qu'il n'y aura pas de changement de régime est quelque chose de difficile. Donc, il faut déjà partir du principe que les Iraniens n'ont pas les moyens de rentrer dans une confrontation directe avec les États-Unis. C'est impossible. Aucun pays dans le monde ne peut rentrer dans une confrontation directe, si ce n'est peut-être la Chine et la Russie qui ont, on va dire, une dissuasion nucléaire telle qu'ils peuvent également raser les États-Unis. Mais par conséquent, les Iraniens se devaient de se donner des moyens d'avoir une profondeur stratégique avec un minimum de moyens. Donc effectivement, ils ont commencé à former des milices un peu partout et ils sont, on va dire, intelligents dans la manière dont ils le font. Robert Baer, comme tu le cites, a très bien relevé cela. Ils arrivent à faire beaucoup avec peu. D'ailleurs, le dernier discours d'Obama, qui est sorti dans Politico dans son interview, même Obama a reconnu qu'en fait l'Iran, avec peu de moyens, a retourné la situation en Syrie. Alors que fondamentalement, ils ont mis 10 fois moins de moyens que ce que les Saoudiens et les Qataris ont mis en termes de finances. Donc l'Iran a une profondeur stratégique dans la région, c'est une réalité. Mais la menace, essayer de créer une identité chiite, une identité sunnite dans cette région, c'est complètement ridicule. La politique iranienne dans la région, par rapport à toute une série de dossiers, n'est pas du tout chiite. Quand les Iraniens se mettent du côté des Arméniens chrétiens contre les Azéris chiites sur le dossier du Haut-Karabakh, pendant toute la guerre entre les Arméniens et les Azéris, les Iraniens avaient le parti des Arméniens, qui sont chrétiens. Contre qui? Contre des chiites. Où il est le côté sectaire ici de l'Iran. Lorsque les Iraniens ont ils soutiennent le djihad islamique ou le Hamas palestinien, qui sont sunnites, ils n'ont pas essayé de faire du prosélytisme chiite en Palestine. Donc les Iraniens ont effectivement une vision d'expansion de leur zone d'influence, mais est-ce qu'elle est totalement chiite? Je ne le pense pas. C'est plus l'intérêt d'État qui détermine la politique iranienne. Donc l'intérêt d'État, ça veut dire les intérêts du pays. D'accord? Il faut comprendre ça. Mais justement, il y a quand même une présence, on va dire, conséquente en Iran de sunnites, notamment sur toutes les frontières. Oui. On parle souvent d'une politique justement sectaire de l'Iran vis-à-vis de ces populations sunnites, qui sont iraniennes elles aussi. On dit qu'il y a des brimades. On ne peut pas nier, qu'il y a une politique iranienne basée sur la tournée contre le régime en place. C'est indiscutable, c'est indéniable. Celui qui nie ça, il se trompe. Maintenant, encore une fois, il faut comprendre ça dans une logique d'intérêt d'État. C'est pas du tout dans une logique de, comment dirais-je,
de problème avec le sunnisme en tant que tel. Un sunnite qui est inféodé à l'État iranien, il n'y a pas de problème. Un chrétien qui est inféodé à l'État iranien, il n'y a pas de problème. Un chrétien qui est contre l'État iranien, ou un sunnite qui est contre l'État iranien, ou un chiite qui est contre l'État iranien, seront traités de la même manière. C'est une logique d'État. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une vision de quelle est la couleur religieuse de la personne. Même un athée pro-iranien, ils vont essayer de l'utiliser pour faire de la propagande pro-iranienne. Alors qu'un chiite anti-iranien, ils vont le réprimer, ils vont le tuer s'ils doivent le tuer. Par exemple, c'est un exemple que je te donne. Donc il n'y a pas de dimension sectaire, c'est une logique d'État. C'est ça que je suis en train de dire. C'est la logique d'État qui serait à mettre C'est la logique d'État, bien sûr. À mettre en comparaison avec les groupes djihadistes, parce que souvent on compare, parce que les critiques vis-à-vis de l'Iran, elles proviennent essentiellement aujourd'hui des groupes tels qu'Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, Daesh, etc., qui ne sont pas dans une logique d'État, ils sont dans une logique puriste. Oui, ils sont dans une logique puriste, jusqu'à ce que le dossier syrien vienne. Alors à ce moment-là, tu vois que des gens comme Al-Nusra, qui avait ce discours de ni l'Iran, ni l'Arabie Saoudite, ni Israël. En fait, ils se retrouvent soignés dans les hôpitaux israéliens. Ils se retrouvent à passer, comme dans un gruyère, la frontière turque avec la bénédiction des services turcs qui sont un membre actif de l'OTAN. Ils se retrouvent soutenus par la DIA, donc le service, pas la CIA, la DIA, donc le général Flynn ici dit, on savait dès le départ que c'était Al-Nusra qui était la force dominante dans la rébellion, on va dire, anti-Assad. Ils le savaient dès le départ. Donc il n'y a pas eu de radicalisation, ils le savaient dès le départ. Et on les a soutenus. D'accord ? Et tout à coup, ces gens qui parlent de, comment dirais-je, de collaboration, on va dire, ils ont fait pire que l'ensemble des pays de la région. Ils se sont retrouvés en train de se faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Ils sont en train d'être utilisés comme des sous-fifres des services turcs. Et ces gens-là sont en train de venir donner des cours de pureté. C'est extraordinaire pour moi. C'est extraordinaire. Mais pourquoi ces populations qui aujourd'hui sont, on va dire, sous le joug de Daesh ou de Nusra, disent aussi quand on les interviewe, quand on les interroge, qu'elles ont été victimes durant des années de la politique chiite, notamment je parle ici en Irak, hein, voilà. Tu as des populations sunnites qui se plaignent de la politique chiite. Il y a en Irak une corruption endémique. Ouais. Le pouvoir chiite en Irak a fait des erreurs stratégiques monumentales. Mais d'un autre côté, il faut comprendre une chose. Ouais. Dans l'histoire, il n'y a pas un groupe de gens qui a perdu le pouvoir et qui s'est laissé faire. Non, mais là, on ne parle même pas de politique pure. On dit aussi que c'est une politique religieuse. Non, elle n'est pas basée sur la religion. Quand tu vois Sistani, depuis le début, Sistani, à chaque fois qu'il y avait des attentats contre les Mosées et les chiites, à chaque fois, il maintenait les troupes en arrière. Il disait ne répliquez pas, ne répliquez pas, ne répliquez pas. Parce que l'objectif de Daesh, et en tout cas de Zarqawi à l'époque, c'était quoi? C'était de créer une guerre civile. Et ça, les chiites le savaient. Et donc, en tout cas, les autorités le savaient. Mais dans un pays de tribalisme et de mise, tu ne peux pas éviter les vengeances. C'est honteux, c'est criminel, mais tu ne peux pas. Il va y avoir des vengeances. Et lorsqu'il va y avoir des vengeances, ceux qui ont voulu créer cette guerre sectaire et cette guerre civile vont dire, regardez, les chiites sont en train de massacrer des sunnites. Alors qu'en réalité, c'était un projet des ex du parti basse qui ont perdu le pouvoir. Ils ont perdu le pouvoir, ils n'ont jamais accepté d'avoir perdu le pouvoir, et ils ont visé, et ils ont pointé du doigt l'Iran et les États-Unis comme étant les responsables de leur perte du pouvoir. Et effectivement que le régime malikite est un régime corrompu, qui a, comment dirais-je, commis c'est un régime corrompu, rempli de voleurs, tu vois, mais fondamentalement, même s'il était bouddhiste, Maliki, tu aurais eu le même genre de politique dans ce pays. Même s'il était chrétien, tu aurais eu ce même genre de problème. C'est pas un problème qui est lié à un sectarisme chiite-sunnite. Les chiites et les sunnites ont vécu en paix en Irak pendant des décennies. Il y avait même, les familles vivaient ensemble, les villes étaient mélangées. Qui a décidé de créer une guerre civile en Irak? C'est ceux qui avaient un intérêt politique à le créer. Or, c'était qui? C'était les ex du parti basse, qui sont aujourd'hui devenus la tête de Daesh. Est-ce que notre problème, quelque part dans la compréhension de ce conflit, c'est qu'on le voit sous l'angle des principes, sous l'angle de voilà, ce n'est pas bien de tuer les gens, il faut lutter pour la démocratie, pour la liberté, etc. Alors que sur le terrain, ces considérations, on va dire, éthiques et morales, passent au second plan. Et qu'il faudrait peut-être voir ça autrement. C'est-à-dire, il dit souvent, il y a une logique du moindre mal, une logique de vouloir peut-être sauvegarder des intérêts, on va dire, plus importants. Écoute, il est difficile de mélanger, on va dire, tu sais, quand les gens ont une vision pure de la religion, oui. Et que la politique est quelque chose qui est totalement gris et noir.
c'est très difficile de pouvoir naviguer en eau trouble quand tu as une vision pure des choses. Tu vas voir, en fait, si tu veux, le problème partout. C'est un peu le discours de tous les idéalistes et des puristes. Quand, à un moment donné, ils critiquent l'ensemble des pays, par exemple, ils critiquent ce pays, c'est pas une politique islamique, c'est pas une politique islamique. Mais lorsque tu te retrouves au pouvoir et que tu es à la tête d'un État, la logique devient différente que quand tu es chez toi derrière un écran ou quand tu es dans ta petite association dans ton quartier. Tu dois gérer toute une série d'alliances avec des gens qui ont des intérêts divergents aux tiens. Tu ne peux pas diriger les choses qu'avec des principes. C'est là où la pensée de Seyed-Roth a des limites. Mais évidemment, parce que tous ces idéalistes qui te disent l'islam est la solution, je ne dis pas que je ne suis même pas en train de critiquer quoi que ce soit, je dis tout simplement que ce qui a fait le plus de mal à cette religion, c'est ces discours idéalistes qui prétendent qu'on peut régler des problèmes complexes avec des solutions simples. C'est des foutaises. Quand tu arrives au pouvoir et que tu as 90 millions d'habitants comme en Égypte, et que tu as une inflation galopante, et que tu as un problème de chômage, tu as un problème de pauvreté, tu as un problème de rapport entre les hommes et les femmes, tu as un problème d'âge de mariage qui va de plus en plus haut, et que tu dois gérer des problèmes de harcèlement sexuel, tu ne viens pas avec des discours simplistes qui datent du 7e siècle. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'inspirer des principes de l'islam, qui eux sont atemporels. Mais quand tu gères la réalité, tu gères pas ça avec un discours idéaliste. Bon, mais là, tu parles au niveau sociétal, mais moi je vois aussi ça d'un point de vue régional, c'est-à-dire que on a peut-être intérêt aussi à encourager un monde multipolaire, et qu'aujourd'hui, quand tu vois que ces groupes, Daesh et Nosrallah, etc., que quelque part ils n'alimentent pas ou ils ne permettent pas aux États-Unis de revenir dans la région et qui ne contribuent pas à ce monde unipolaire. Écoute, lorsque tu atterris, excuse-moi, je suis désolé d'être aussi cru, lorsque tu pars de Zaventem, que tu es fiché, qu'on te laisse partir, que tu arrives à Istanbul et qu'ils savent qui tu es, qu'on te laisse rentrer, qu'on te laisse prendre un bus et qu'on te laisse passer la frontière, c'est qui ton cher? C'est qui celui qui te dirige? Tu vas me dire que Dieu a aveuglé tous les douaniers? C'est Dieu qui a aveuglé les douaniers pour que tu arrives là où tu arrives? Ou ce sont les services de tous ces pays qui t'ont permis d'arriver là où tu arrives? Si on devait faire une analyse positive, je dirais, effectivement. Ça veut dire que tout simplement, ce sont des sous-fifres de dossiers qui les dépassent. Et de par, on va dire, leur idiotie et leur stupidité sur le plan des analyses politiques et leur incapacité à pouvoir faire des analyses de moindre mal par rapport à des réalités, ils se retrouvent manipulés. Ils se retrouvent même soignés dans les hôpitaux israéliens, ouvertement par Tsahal, et ils se disent, mais c'est Dieu qui nous donnera la victoire. Bon. Alors, tu sais, quand quelqu'un te dit ça, tu ne peux pas discuter après. Il n'y a plus de discussion. Quand quelqu'un te dit, je suis l'agent de Dieu sur terre, quand quelqu'un te dit, je suis le représentant de Dieu sur terre, il n'y a pas de discussion. Pourquoi tu veux parler? À quoi ça sert de lui expliquer, voilà, il y a un intérêt là, il y a un pipeline qui va passer par là, il y a les services israéliens qui sont en train de faire ceci. Tu n'as même pas besoin de discuter. Ok, tu es l'agent de Dieu, ben voilà. Il n'y a pas de discussion, tu saisis. Et là, tout le problème. Évidemment qu'aujourd'hui, la meilleure garantie de la paix dans la région, c'est un monde multipolaire. C'est-à-dire des forces qui se neutralisent. C'est la meilleure garantie. Mais pour ces gens-là, ils ne comprennent pas l'intérêt d'État. Pour eux, il n'y a pas d'intérêt d'État. D'ailleurs, tu le vois quand ils parlent. C'est ni. Tu sais un peu la politique de François Hollande par rapport à la Syrie. Il se fait taper par Daesh en plein milieu de Paris, et tu dis ni Daesh ni Assad. Tu dis, mais Daesh, Assad ne t'a jamais tapé en plein milieu de Paris. Il ne représente pas une menace existentielle pour la France. Il n'est pas en train de taper aujourd'hui des attentats terroristes en plein milieu de Paris. Pourquoi tu dis ni Daesh ni Assad? Tout simplement parce qu'on est dans une logique idéaliste. Et on n'arrive pas à hiérarchiser les problèmes. Tu vois? Mais justement, la présence, est-ce que ça justifie la présence de la Russie en Syrie et les frappes de la Russie en Syrie, justement, pour garantir ce monde multipolaire? Mais écoute, qui a provoqué qui? C'est ça la question. Ouais. En fait, toute la question que tu as posée, qui a provoqué qui? En fait, la question est très simple. Est-ce qu'il y avait un projet de faire tomber le président Assad avant que les problèmes commencent? Est-ce que ce projet existe, oui ou non? Celui qui te dit que ce projet n'existait pas, soit c'est un idiot, soit c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Il y avait un projet de faire tomber ce régime. Est-ce que ce régime... Tu penses à Dumas, quand il avait... Pas que Dumas. Dumas, c'est un seul élément, mais il suffit de voir les leaks des emails de Clinton qui ont été hackés par Anonymous, tous les câbles de Wikileaks qui ont hacké... où il y avait une préparation. Mais bien sûr. Il y avait un projet, encore une fois, de faire tomber Kadhafi et de faire tomber Assad. Et c'est un projet que même Wesley Clark en a parlé. D'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire que le président Bachar et que ses services sont des enfants de cœur? Pas du tout.
il a les services les plus brutaux de la région. Ces services secrets sont parmi les plus brutaux de la région. Mais ces services secrets, ils n'ont jamais posé de problème quand ils devaient torturer les gens avant qu'ils partent à Guantanamo. Les États-Unis les envoyaient d'ailleurs chez qui? Chez lui, au Maroc et en Égypte. Le régime de Moubarak et les services de des Marocains ont torturé ces gens avant de les envoyer à Guantanamo parce qu'ils avaient les services les plus efficaces pour torturer les gens. Il n'y avait pas de problème avec Assad quand il s'agissait de collaborer. D'accord? Il n'y avait pas de problème avec Assad quand il était accueilli par Sarkozy et sa femme. Il a mangé avec Kerry et sa femme. Tout à coup, Assad est devenu un problème et un tyran. Mais c'est des foutaises. La Turquie avait un projet. Le Qatar avait un projet. C'était des projets énergétiques. D'accord? Je te renvoie à toutes les interviews d'Alain Juillet et de Chouet sur la question. Donc, il y avait des projets, il y avait un projet de faire tomber le régime d'Assad, qui est un régime dictatorial et un régime brutal. Mais justement, ce régime dictatorial ne posait pas problème, comme tu disais auparavant. D'ailleurs, Qaradawi était reçu en grande pompe par Bachar el-Assad, sans aucun souci. Parce que Bachar el-Assad a toujours fricoté avec les islamistes également. À l'époque de la guerre en Irak, il a laissé passer des centaines de djihadistes pour aller en Irak. Pour faire quoi? Pour justement contenir... Parce qu'à cette époque-là, le régime de Bachar pensait qu'après l'Irak, ça pouvait aussi être lui. Donc il a voulu embourber les Américains en Irak. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a facilité l'ensemble de l'envoi de djihadistes par son territoire en Irak. Donc ces pays ont joué avec les djihadistes. Ils ont joué avec les djihadistes. Est-ce que tu penses que les prêcheurs, les prédicateurs qu'on a aujourd'hui qui sont rattachés à la pensée de Qaradawi et qui sont un peu disséminés dans le monde francophone ont une part de responsabilité dans le départ des jeunes ici en Belgique et en France vers la Syrie? Eux et les gouvernements européens ont une grande part de responsabilité. Quand ouvertement le gouvernement européen... Et si on devait faire une critique stricto sensu au niveau communautaire, est-ce que tu penses justement que ces personnes-là ont des comptes à rendre? Ils ont des comptes à rendre, mais quelque part, c'est quelque chose de général. C'est-à-dire, et ces gens ont des comptes à rendre, aux familles des gens qui sont partis, et les politiques ont des comptes à rendre. Pourquoi tu veux blâmer un jeune qui veut partir en Syrie quand ton propre ministre est en train de dire peut-être on va vous ériger une statue lorsque vous allez gagner? Tu penses à Reinders? Bien sûr, même Onkelings. Donc ils ont tenu des propos qui étaient tellement pro-Al-Nosra et pro-rebelle, d'accord, qu'à un moment donné, ces jeunes, quand ils partaient, ils croyaient qu'ils avaient le blanc-seing du gouvernement. Tu t'imagines pas être dans le mal quand tu es en train de suivre la ligne officielle de ton gouvernement sur le dossier syrien. Tu comprends? Donc aujourd'hui, c'est trop facile de venir dire ok, mais nous, on est contre Al-Nosra. Mais tu le savais dès le départ, les dossiers sont là. Prends les dossiers de la DIA qui sont sortis, avec les rapports du général Flynn par rapport à la question. Ils savaient dès le départ que la rébellion était salafiste. Salafiste, ça voulait dire quoi? C'était Al-Nosra et les affiliés. Et on le savait dès le départ. Il n'y a pas eu de radicalisation de la rébellion. C'est une foutaise. C'est une foutaise. Tu vois? Très bien. Écoute, je vais voir un peu les questions qu'il posait pour pouvoir y répondre. Alors, il y a pas mal de remarques assez humoristiques. Je te laisse quand même t'étancher, Mali, parce que tu as beaucoup parlé. Alors, s'il y a des questions, on les prend tout de suite. Allez-y. N'hésitez pas à les poser à Mali. Donc, concernant la pensée de Saïd Qutb et la question donc, du djihadisme. Alors évidemment, cette pensée de Saïd Qutb nous a mis, elle existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une pensée de la purification. Et quelque part, elle est encore très prégnante dans l'esprit, malgré tout. Elle est non seulement très prégnante, mais elle est, on va dire, la racine même du problème. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu considères qu'il existe une vision pure de l'islam, tous les problèmes commencent. Il n'y a pas de vision pure de l'islam. C'est quoi l'islam? C'est une suite d'interprétations de l'islam. C'est pas en revenant au texte que tu vas revenir à la pureté. C'est pas possible. Tu sais ce que je veux dire? Inévitablement, tu te retrouves dans un processus interprétatif. Par conséquent, les gens qui te parlent de pureté de l'islam induisent quelque part l'idée qu'il existe un islam pur et des islams impurs. Et qui détient l'islam pur? C'est celui qui prétend que l'islam pur existe. Donc celui qui prétend que des islams impurs existent, il se prétend lui comme étant dans la pureté. Et donc à un moment donné... C'est souvent celui qui a le plus d'argent qui le dit. Évidemment, bien sûr. Après, les manipulations politiques vont se juxtaposer sur les discours religieux. Mais l'idée même de l'islam pur est une des racines du problème contemporain auquel on va devoir répondre. Et on va devoir répondre,
on va devoir y répondre d'une manière forte, parce que c'est la racine du problème. Alors, terminé, une question de notre ami Lyon. Comment vois-tu l'issue du conflit syrien? Est-ce qu'on a commencé à fermer les frontières maintenant? Oui, mais il n'y a personne qui peut vraiment, on va dire globalement aujourd'hui, prévoir ce qui va se passer, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en jeu. Oui. L'Arabie Saoudite vient encore une fois de mettre la pression, donc il y a encore un rapport qui vient de sortir par rapport à ça. Ils essayent d'utiliser tous les réseaux qu'ils ont à l'intérieur de l'État profond américain pour pousser les États-Unis à s'impliquer dans des frappes militaires contre la Syrie. Les Russes sont contre. Et donc on est vraiment, on va dire, à la limite d'une confrontation extrêmement dangereuse qui pourrait être mondiale. Si ces réseaux arrivent à pousser assez fort l'administration américaine que pour faire l'erreur monumentale que de taper sur le régime de Bachar, c'est une guerre ouverte contre la Russie. Et une guerre ouverte contre la Russie, c'est quoi? C'est une guerre mondiale. Donc aujourd'hui, personne ne sait comment les choses vont évoluer. On peut pas. Une chose est certaine, le régime de Bachar ne tombera pas. Il ne tombera pas, en tout cas, sous la coupe, on va dire, de cette révolution populaire. Il ne tombera pas. Son régime est fortement amoindri. Son régime est amoindri, mais il ne tombera pas. D'accord ? Maintenant, la question est de savoir vers quoi on va. Et là, il y a trop d'acteurs en jeu encore à l'heure actuelle qui sont encore en train d'essayer de faire avancer leur pion, dont l'Arabie Saoudite, pour vraiment savoir vers quoi on va aboutir. Tout va dépendre de la posture américaine après les élections. C'est ça qui, on va dire, va déterminer l'avenir de la Syrie. Dernière question, que penses-tu des discours comme ceux d'Anwar al-Awlaqi et d'autres qui disaient que le 11 septembre était une stratégie pour faire venir les Américains en Afghanistan afin de les affaiblir? En fait, il faut savoir une chose. Quand tu lis la littérature djihadiste, que ce soit les livres d'Anwar al-Awlaqi, que ce soit les écrits de Abu Musab al-Souri, de Daesh, toute leur idée est de détruire la civilisation occidentale de l'intérieur. C'est-à-dire, tout ce qui a fait la force de cette civilisation, qu'est-ce qui a fait la force de cette civilisation? Ce sont des régimes ouverts où les gens pouvaient vivre ensemble. D'accord? Pour que ces régimes s'effritent de l'intérieur, il faut les tuer de l'intérieur. Et lorsque tu pousses quelques musulmans à faire ce qu'ils sont en train de faire, il n'en faut pas beaucoup, hein? Avec trois personnes, ce qu'ils ont fait à Zaventem, ils ont retourné la Belgique. Les 19 personnes qui ont commis les attaques du 11 septembre ont complètement changé la face des États-Unis dans leur rapport à la sécurité, leur rapport à la population. En fait, ils essayent de briser l'Occident de l'intérieur. Il faut comprendre ça. Il faut lire leur littérature pour ça. Leur stratégie est de créer une guerre civile à l'intérieur de ces pays. En fait, exactement ce qu'ils ont fait en Irak. Quand ils ont réussi à monter les chiites contre les sunnites en Irak, ils veulent faire la même chose ici. Ils veulent monter les gens contre les musulmans. Et quand tu montes les gens contre les musulmans, il va y avoir des exactions contre les musulmans. Des femmes à foulard qui vont se faire frapper, des hommes barbus qui vont être discriminés, et les musulmans vont être dans une posture défensive et vont se sentir opprimés. Une fois qu'ils vont se sentir opprimés, victimes de racisme et discriminés, ils vont se rattacher à des gens qui prétendent les sauver. Donc en l'occurrence eux. En fait, ils font exactement ce qu'ils ont fait en Irak. Oui. En fait, il faut comprendre, tu peux blâmer Maliki, qui avait un régime corrompu. Mais il faut savoir que les gens derrière avaient une stratégie qui était celle-là. Ce que tu es en train de voir, ce qu'ils font en Europe, ils l'ont fait en Irak. Ils essaient de le faire en Syrie. En fait, ils provoquent une situation où quelques individus, au nom d'une communauté, vont agir et commettre quelque chose de très grave, qui va entraîner une réaction de la part de la communauté qui a été touchée, qui va entraîner une sorte de victimisation de la part de la communauté qui va être victime des exactions. Et ces gens-là vont, en tout cas Daesh et Al-Qaïda vont venir et dire « mais nous on est vos sauveurs, on est ceux qui vous défendent ». Et ici, ils vont essayer... En fait, ils savent qu'ils sont faibles. Et pour devenir plus forts, ils essaient de rallier à leur cause toute une série de gens qui vont subir ces exactions. Ça n'a pas vraiment marché au Mali, hein. Au Mali, c'est plus compliqué. Tu vois, parce que la force des confréries, tu vois, les confréries sont encore très très fortes. Les gens sont encore très proches, si tu veux, des lignées tribales et tout ce qui s'ensuit. C'est pas facile, tu vois. Je suis pas un spécialiste du Mali, mais dans tous les pays, ça peut pas marcher. Ok. Alors, une question également d'Arslan, notre ami Arslan. L'avènement de l'islamisme plus généralement n'est-il pas cyniquement un modernisme? Leur discours parle de politique, de légitimité populaire, d'État, etc. Tout cela n'est-il pas une modernité devenue épileptique? Tout à fait. La seule réponse serait-elle un désabonnement radical du fait politique, ou alors que faire concrètement? Là, Arslan a mis le
le doigt sur quelque chose de tout à fait fondamental. L'islamisme politique contemporain n'a aucune racine religieuse en tant que telle. C'est-à-dire que quand tu étudies un tout petit peu la genèse de la République islamique, tous les marjas, en tout cas la grande majorité des marjas, étaient contre. Ils ne voyaient pas dans le projet de Khomeini quelque chose de religieux. C'est de la philosophie politique pure, en fait. Il n'y a rien de religieux à ça. D'ailleurs, c'est un Platon 2.0, le Valéant el-Faqih. C'est reprendre en fait toute la thèse de la République de Platon et remplacer le philosophe roi par le Faqih. Dans l'islamisme moderne, ce sont encore une fois une vision, ça s'inscrit totalement dans la modernité en fait et dans l'acculturation. Il n'y a rien dans la tradition islamique en tant que telle qui t'impose un modèle politique en tant que tel. Tu vois. Et ici, Arslan met le doigt sur quelque chose de fondamental, bien évidemment. Bien, eh ben, on va conclure cette émission aujourd'hui, qui s'est faite assez tard. Merci beaucoup d'avoir écouté. Vous pouvez toujours bien poser vos questions pour une prochaine émission. Bon, qu'on fera assez vite, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Mali. Merci de nous avoir reçus chez toi. Merci beaucoup, chers auditeurs. Et à très bientôt, à très vite. Bonne soirée. Salam alaikum.